Rebonjour à tous, pour ceux qui étaient là ce matin sur un autre talk que j'ai donné. Et là, cet après-midi, j'ai un petit peu parlé de tout ce qui se passe en ce moment lors de la migration qu'on peut faire sur le cloud, mais plus en général sur ce qui se passe dans les entreprises, c'est-à-dire l'ouverture du SI. Soit on le migre dans le cloud, soit on l'ouvre à des partenaires, et parler un petit peu que aujourd'hui le VPN n'est plus assez puissant. Et je vais essayer d'illustrer ça avec deux use cases. Le premier qui est HashiCorp Boundary, donc un produit open source, et le deuxième, BeyondCorp, de GCP de Google, et un peu vous expliquer tout ça. Alors normalement, on devait faire ce talk avec mon collègue Tony, qui n'est malheureusement pas là puisqu'il est occupé à fêter et accompagner l'ouverture de la région France de Google. Donc il est un petit peu occupé jusqu'à 18h et je prends le relais, mais j'ai quand même, je le mentionne quand même dans la conférence puisque c'est avec lui que j'ai travaillé le talk. Et pour me présenter, donc Laurent Grangeau, Solution Architect à Google, euh, co-organiseur du meet-up Kubernetes Paris, Serverless Paris, Docker Paris, je donne beaucoup de conférences aussi. Vous avez mon handle Twitter @laurentgrangeau si vous voulez me contacter, et surtout je vais pouvoir publier les démonstrations que je vais faire sur mon GitHub, et donc je vais les communiquer sur Twitter. Donc si vous voulez les récupérer, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi on parle un petit peu de ce talk-là. Donc évidemment ce talk c'est un talk autour du Zero Trust. Pourquoi on parle un petit peu de Zero Trust? Parce que vous avez entendu parler il y a plus de 2 ans maintenant une espèce de petit virus qui se balade partout dans le monde, qui s'appelle le Covid. Et si vous vous rappelez des tout premiers, du tout premier confinement, on est tous arrêtés de travailler, on est tous rentrés chez soi. Et en tout cas chez nous, chez Capgemini, à l'époque où j'y étais, on est toutes les entreprises du CAC 40 qui se sont dit, ok, maintenant, vu qu'on est tous confinés, on va tout migrer sur le cloud puisque ça va être un super accélérateur. Et donc, on a eu une explosion des demandes de migration vers le cloud. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'était vraiment, moi, j'ai pas l'habitude de travailler en remote depuis chez moi, en télétravail. Donc, comment je fais pour donner accès à tout mon réseau d'entreprise à mes employés? Donc c'est là où on a vu l'adoption de Teams avec Microsoft, de Google Workspace, etc., etc. Et on a dû ouvrir des VPN pour pouvoir se connecter au réseau d'entreprise et pouvoir travailler. Alors dans l'IT, ça a été assez rapide puisque les entreprises qui sont un petit peu digitalisées avaient déjà ces connexions-là, donc c'était assez rapide. Pour les autres, il y a eu vraiment de l'arrêt d'activité et on a dû avancer en marche forcée, et souvent sans prendre en compte les questions de sécurité. Et pourquoi on parle un petit peu de sécurité? Parce que aujourd'hui, les attaques de cybersécurité se multiplient. Je vais prendre aussi le triste cas de la guerre en Ukraine. Non seulement il y a la guerre physique, mais aussi il y a une cyberguerre qui se déroule entre la Russie et tous les autres pays du monde, les US, la France, etc. Et on voit que non seulement ces cyberattaques évoluent, mais surtout se focalisent sur des choses, comment dire, des gouvernements, des infrastructures qui sont d'importance vitale, comme les hôpitaux. Et typiquement, l'ANSSI recense un petit peu 11% des attaques qui sont dirigées sur les hôpitaux. Il y avait aussi le cas de centrales nucléaires qui étaient attaquées parce qu'ils étaient reliés sur Internet, qu'on a dû déconnecter d'Internet pour ne pas pouvoir avoir des attaques là-dessus. 20% des attaques sont sur des gouvernements, que ce soit des gouvernements comme l'Elysée.fr, mais d'autres types de gouvernements. Et le reste, c'est sur les entreprises du CAC 40, en ce qui concerne la France, pour l'ANSSI. Et on voit que, en gros, depuis une dizaine d'années, on a une espèce de questionnaire sur quels sont les mots de passe les plus utilisés aujourd'hui dans l'informatique. Et malheureusement, ça reste encore les mots de passe type 1, 2, 3, 4, type AZERTY ou ChangeMe, ou Password, MyPassword, etc.
Et donc on se dit, on a beau éduquer les gens, il y a encore des bonnes pratiques qui sont pas encore appliquées. Et enfin, en gros, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à croire que ce qu'on appelle la sécurité périmétrique, donc mettre un firewall en entrée du réseau et avoir un réseau public et un réseau privé suffit largement. On se rend compte avec, je crois que je le dis un petit peu dans les suites des slides, mais on se rend compte que les attaques viennent aussi de l'intérieur du réseau. Et typiquement, un laptop qui se transporte entre la maison et l'environnement de travail. Alors, à la maison, on fait beaucoup moins attention et on se rend compte que généralement, autant on fait attention à ses PC, à ses téléphones personnels, autant celui de l'entreprise, on s'en fout un petit peu, on installe un petit peu tout n'importe quoi. Le réseau à la maison, il y a pas de proxy, donc le mec va installer tout n'importe quoi. On revient au travail et puis on a installé un malware, on a installé, je sais pas moi, un client torrent ou quoi que ce soit, et paf, ça se diffuse dans l'entreprise. Et donc les attaques sont à l'intérieur de l'entreprise. Petite anecdote, on a vu ce tweet-là il y a 3-4 mois sur comment noter des mots de passe et des identifiants dans un petit carnet pour ne rien oublier. Est-ce que c'est une bonne idée? La réponse est évidemment non, puisqu'on se fait pirater pardon. On se fait voler le carnet. Et donc, on a tous les identifiants et les mots de passe dans le carnet. Et là, le hacker peut se faire plaisir comme il veut, puisqu'il y a absolument toute votre vie numérique dedans. Et voilà. Donc, évidemment, les post-its sous le clavier en disant login mot de passe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi, mais lors de reportages télévisés, on avait des caméras qui filmaient en arrière-plan les login mots de passe de tous les applications de production. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée et je pense que login mot de passe, c'est plus assez pour sécuriser aujourd'hui notre identité numérique. J'en ai parlé, le BIOD, le BIOD, c'est Bring Your Own Device, c'est votre téléphone personnel, c'est aussi votre laptop de travail. Euh, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que typiquement on se fait virer, on va vouloir se venger, potentiellement des gens qui veulent se venger. Donc ils vont prendre le PC du travail, ils vont connecter une clé USB, ils vont le ramener à la maison et ils vont récupérer des informations sensibles. Euh, J'en ai parlé aussi, on ramène le laptop à la maison sur un réseau qui est un peu moins sécurisé. Donc typiquement tout ce qui est malware, etc., ça peut s'installer assez facilement. Et généralement, on fait beaucoup moins attention à son laptop pro que son laptop perso. D'accord, l'antivirus c'est pas forcément un jour, il n'y a pas les derniers patchs de sécurité puisqu'on fait confiance à l'entreprise pour appliquer tout ça, mais généralement ça prend un petit peu de retard et donc on peut se taper une faille 0 day et installer un malware quelque part. Même principe sur le téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, 99% des gens ont un téléphone. Le téléphone, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé par l'entreprise, et donc on ne peut pas hardener les installations par défaut de tout n'importe quoi. Donc typiquement sur un téléphone qui se connecte sur un réseau d'entreprise, il suffit que le réseau soit mal configuré et qu'on accède au réseau interne de l'entreprise plutôt que d'avoir un réseau externe uniquement avec Internet, et on a un vecteur de compromission. Donc le BIOD, c'est pas une super bonne idée. En tout cas, il faut vraiment vraiment faire attention. Euh, un petit peu de stats aussi de ce qui se passe en ce moment. Voilà, là, j'ai remonté jusqu'à 2018, mais ça explose encore. On a depuis le Covid une augmentation de 400% des cyberattaques. Donc c'est juste énormissime. On a 5 fois plus de cyberattaques qu'avant. Et 90% de ces cyberattaques-là viennent d'une mauvaise configuration d'un logiciel. On est tous des humains, on est faillible. Il suffit qu'on soit mal réveillé, qu'on ait une engueulade la veille, qu'on ait fait la fête, ou qu'on ait une gueule de bois, et on a mal copié-collé une ligne de configuration, on a oublié une étape, on a oublié d'activer le HTTPS ou quoi que ce soit. Et en gros, c'est un vecteur d'attaque. Et les hackers peuvent passer par là pour récupérer les informations. Il y a aussi le phishing qui représente 80% des cyberattaques. Donc le phishing, ça se base sur le social engineering. Et tout le monde se dit non mais c'est trop obvious le phishing. Moi je vois il y a des fautes d'orthographe, je vois des choses comme ça. Ça m'arrive de plus en plus de recevoir des emails qui sont ultra bien formatés. D'accord.
Là dernièrement, la tentative de phishing que j'ai eue, j'ai failli me faire avoir. C'était sur du drop de cryptocurrency, d'accord? Donc je suis parti d'un réseau de cryptocurrency, un drop de cryptocurrency avec un email avec les bons logos, les bons machins, etc. compagnie, tout nickel. Je clique sur le lien de la même page, je navigue un petit peu, tout nickel, HTTPS dans un coin, etc. Je clique pour me loguer. Et là, en me loguant, ils ont tellement bien recopié tout qu'ils ont même affiché la petite image en disant attention, faites bien attention que l'URL est la bonne. J'ai regardé l'URL n'était pas la bonne. Je me suis dit est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou pas normal? En fait, c'était pas normal et j'ai failli me faire avoir là-dessus tout bêtement. Et je me souviens aussi d'un autre type de social engineering où c'était lors d'une conférence de sécurité aux US, où la personne qui était vraiment responsable de la cybersécurité, qui était white hacker, enfin vraiment une personne qui faisait référence là-dedans, il y a la nana qui arrive et qui dit bon bah voilà, maintenant je vais vous faire une petite tentative de phishing. Est-ce que ça vous dérange si je le fais? Mec sûr de lui en disant non, ouais, pas de souci, de toute façon vous pourrez jamais me faire hacker, il y a aucun problème. Et en fait, la nana, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en fond de téléphone des pleurs et des cris de bébé. Et elle a téléphoné donc à la banque du mec, d'accord, en se faisant passer pour la femme du mec, et disant oui, excusez-moi, j'ai mon mari qui a dû me faire un virement, mais ça marche pas. J'ai perdu les connexions avec le bébé qui pleure en arrière-plan. Et la nana, elle a juste dit oui, oui, pas de souci. Alors c'est quoi le nom, c'est quoi le prénom? Ah oui, oui, pas de souci. Alors nom, prénom, etc. Euh, Information de sécurité sociale, date de naissance, tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Et la nana a dit ok, bah pas de souci. Donc votre login c'est ça, et puis le mot de passe, c'est le mot de passe de votre mari. Ah mais oui, mais mon mari, ah désolé, j'ai le bébé qui pleure derrière. Excusez-moi, je peux pas gérer deux choses en même temps. Le mot de passe, j'ai essayé 3 fois, ça marche pas. Donc mon mari, je sais pas ce qu'il a fait, etc. Et en gros, la nana lui a dit, bah écoutez, moi je vais vous remettre à jour et le login et le mot de passe. Et donc elle a pu mettre un login avec un mail d'elle-même et le mot de passe qu'elle a fait un reset du mot de passe sur son email. Et le mec était juste bluffé, alors que c'était un expert de la cybersécurité. Donc tout ça pour dire que personne n'est à l'abri du phishing. Tout le monde peut se faire attraper. Ne vous croyez pas à l'abri. On a constaté aussi qu'on a là à peu près 600 millions de dollars de paiement de ransomware, pardon. Et donc du coup, on a vu que 600 millions de dollars ont été payés par rapport au ransomware. C'est juste énorme, sachant que généralement on dit que il ne faut jamais, jamais, jamais payer des ransomware, puisque on n'est pas sûr que la clé soit déchiffrée. De deux, si vous payez, bah, le hacker évidemment va continuer à, à le faire puisque vous payez évidemment. Donc les 600 millions de paiements, c'est vraiment sur des centaines et des milliers d'attaques. Et enfin, on a vu qu'au niveau du RSSI, 20% des security breach sont à cause du VPN. Ça veut dire que même le VPN aujourd'hui n'est pas assez sécurisé et il faut un petit peu changer tout ça. Donc on constate que les entreprises aujourd'hui doivent prendre une position proactive plutôt que réactive au niveau de la stratégie de cybersécurité, d'autant plus qu'on est dans un monde qui est soumis à des fortes pressions de cyberattaques. Là, sur le schéma, vous voyez aussi Log4Shell comme vulnerability, etc., etc. Donc on a plein de vecteurs et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la sécurité périmétrique, ce n'est plus assez et il faut vraiment aller au-delà. Enfin, je vais vous parler un petit peu des APT groupes. Donc, les APT, c'est des Advanced Persistent Threats. Et en gros, ce sont des hackers, qui soient éthiques ou pas éthiques, généralement, ils sont pas très éthiques, qui sont backés par des gouvernements. D'accord? Donc, vous en avez un certain nombre ici. Vous avez APT-18 en Chine, vous avez APT-29 en Russie, APT-38 en Corée du Nord. Et en gros, ces hackers-là, leur but du jeu, c'est de passer son temps à attaquer des gouvernements, à attaquer des pays, à attaquer ce que vous voulez, pour pouvoir récupérer de l'information et pour pouvoir soutirer des informations en termes de cyberdéfense. Nous, en tant que particuliers, on est moins exposés, mais entre guillemets, les entreprises aujourd'hui
sont extrêmement vulnérables là-dessus. Si je prends des cas aujourd'hui en France qui sont très attaqués, vous avez Airbus évidemment, vous avez Thales qui sont la défense, vous avez Dassault qui font les rafales. Donc vous voyez que ne serait-ce que si on arrive à passer par un chemin même le plus fin possible pour récupérer des comment dire des informations qui sont sensibles, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment des choses qui se passent aujourd'hui en temps réel. Et croire qu'on est sécurisé parce qu'on a des firewalls, ce n'est plus assez. Et donc, il faut aller au bout. Encore une fois, des chiffres de différentes agences, Forrester, Gartner, IDC, Intelligence CISO, etc. On a 80% des data breaches qui sont des credentials qui sont compromis, donc des mots de passe compromis. Il y a eu plus de 1000 data breach aux US seulement en 2020, qui ont affecté 150 millions de personnes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi, actuellement, il y a 2 millions de comptes Amélie qui se baladent sur le dark web. Vous pouvez payer pour avoir accès aux 2 millions de personnes. Et c'est des informations qui sont assez, voire extrêmement sensibles. Et donc, il ne faut pas du tout se croire à l'abri en mode, dans mes de toute façon, moi, je suis sécurisé. Amélie, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement sensible, d'autant plus que peut-être demain, on a le dossier médical partagé, et donc les hackers pourront avoir accès à toute votre historique de comment dire médical, et ça, c'est pas tip top. En gros, pourquoi on parle de zéro trust aussi? Parce que le zéro trust, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça spontanément du jour au lendemain. La première fois qu'on a fait le terme zéro trust, c'est lors du Jericho Forum en 2004, où une personne a commencé à parler de ne pas truster, enfin ne pas faire confiance à tout le monde. Et généralement, c'est ce qu'on fait au niveau des entreprises. À l'extérieur, c'est les méchants, à l'intérieur, c'est les gentils. D'accord? En 2009, pardon, le Forrester a commencé à avoir le premier terme de zéro trust, où on va dire que effectivement, on ne croit plus, on ne fait plus confiance aux acteurs. Et en 2014 est apparue la première, avec une belle faute d'orthographe, la première version du zéro trust qui est Beyond Corp de chez Google, puisque pour la petite histoire que je vous raconterai juste après, Google s'est fait pirater, ça arrive même aux meilleurs. Et s'est dit, ok, bah, comment on fait maintenant pour passer de la sécurité périmétrique à une sécurité pardon, qui est beaucoup plus avancée. Et ensuite, en 2017, on a eu le Forrester qui a fait son premier white paper par rapport au framework ZTX, donc Zero Trust Extended. Et en 2019, il y a le NIST qui a publié aussi pareil des recommandations pour le Zero Trust qui s'appelle le 800-207 et qui font un petit peu froid dans le Zero Trust. Donc le Zero Trust, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est quand même un truc qui se répète un petit peu. La sécurité périmétrique n'est plus suffisante. Pourquoi? Parce que on ne peut plus simplement se dire qu'à l'intérieur du réseau d'entreprise, tout le monde est gentil et du coup, il n'y a pas de problème. Et l'extérieur, ce sont les méchants, puisque ne serait-ce que le Beyond Corp qui fait l'aller-retour entre le réseau interne et le réseau externe est un vecteur de sécurité, de failles de sécurité. D'autant plus que de plus en plus, évidemment, on va s'ouvrir vers le cloud, que ce soit cloud privé ou cloud public. Et il suffit juste d'une mauvaise configuration du cloud public et vous allez faire chuter peut-être la base de données client parce que vous n'avez pas mis de sécurité assez forte. Alors du coup, le but du Zero Trust, c'est quoi? C'est de ne croire personne, même au sein de l'entreprise, et de absolument tout vérifier. C'est-à-dire que même entre applications à l'intérieur du réseau d'entreprise, vous devez ne pas croire ce qui vient de l'application d'à côté, et faire en sorte que si une application d'à côté, ou si une personne, ou si un service technique veut accéder à la donnée, on vérifie à chaque fois par des mécanismes de 2FA, des mécanismes de login mot de passe, etc. Le principe du Zero Trust, c'est vraiment de sécuriser la donnée et de ne donner accès à la donnée que aux personnes ou aux services techniques qui y ont le droit d'accès. D'accord? C'est basé sur pas mal de piliers, hein, les rôles IAM, Identity and Access Management. Évidemment, on a la sécurité périmétrique, ça on peut pas y échapper, on va pas l'enlever. Donc on va avoir des firewalls, mais on va mettre de la micro-segmentation entre chaque application. D'accord? Quand vous faites du cloud, vous avez de la micro-segmentation par VPC. Il faudra faire la même chose en termes de réseau interne.
Au niveau des accès aussi du compute, vous devez vous accéder par rapport à une identité et non plus par rapport à un login, par rapport à une clé publique, clé privée. Et vous devez mettre en place évidemment tout ce qui est chiffrement, que ce soit in transit ou at rest. Donc in transit, HTTPS, TLS, etc. At rest, vous chiffrez la donnée parce que quand la VM est arrêtée, ben, on ne veut pas vouloir y accéder. Et enfin, le dernier pilier, c'est vraiment d'être proactif en disant bah, tous les logs applicatifs de connexion sont envoyés sur un SIEM. Donc un SIEM, c'est un système qui va répondre, qui va traiter en temps réel les tentatives de piratage. Et on pourra même faire une boucle de rétroaction du SIEM vers l'application pour dire bah, si on a trop de tentatives d'une adresse IP qui est un petit peu bizarre ou même d'une application interne, on va créer des règles de firewall qui sont peut-être temporaires, mais on va réagir en temps réel pour verrouiller les accès et pour protéger la donnée. Et donc ça, c'est le principe du zero trust, où vraiment, on parle du principe on ne croit en personne, même au sein du réseau, et on fait en sorte que c'est comme si le réseau était compromis. C'est-à-dire qu'on va protéger son application et tout le reste à l'extérieur, c'est un réseau compromis, c'est quelque chose de compromis. Et donc du coup, on ne va pas faire confiance à ce qui est à côté. Alors, qu'est-ce que n'est pas le zero trust, d'accord? Ce n'est pas un produit, d'accord? C'est une culture d'entreprise. Il n'y a pas une seule et unique façon d'implémenter le zero trust. C'est vraiment plein de petites briques dans tous les sens. On peut parler d'OIDC, on peut parler de SSO, on peut parler de firewalling, on peut parler de microsegmentation, de SIEM, etc. Ça n'est pas non plus applicable qu'aux grandes entreprises, ne serait-ce que remettre de la sécurité au sein de votre application. Je parlais d'OIDC, de OAuth2 par exemple. On va le mettre en place. Ce n'est pas limité aux environnements on-prem et ce n'est pas limité non plus que aux environnements qui sont sur le cloud. Et enfin, ce n'est pas non plus du VPN++ en mode on a modernisé notre VPN et on a accès. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Les paradigmes, c'est on va s'arrêter sur on va protéger la donnée. Encore une fois, on va assumer qu'il y a eu une faille de sécurité quelque part. On ne va pas faire confiance à tout ce qui est à côté. On va vérifier avant de faire confiance, etc., etc. Tout ça, je l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le répéter. Mais en tout cas, voilà tous les bénéfices que vous pouvez avoir quand vous faites du zero trust. Et donc vous voyez que ce n'est pas, il y a aucun détail technique en disant, bah voilà, implémenter le VPN, implémenter le firewall, implémenter ça. C'est pas un technique, c'est vraiment un paradigme et un mindset de l'entreprise. Un petit peu d'histoire avant le zero trust. Traditionnellement, avant, on avait à peu près ça, d'accord? On avait donc un firewall. Au-dessus, c'est Internet. En dessous, c'est le réseau d'entreprise. Donc, on avait un firewall avec un IPS potentiellement qui détectait les tentatives de hacking. Ensuite, on avait en deuxième zone, on avait une DMZ, où là où on avait les serveurs de mail, les serveurs VPN, les serveurs DNS, etc. Et on partait du principe que cela pouvait se faire compromettre. C'était bien, c'était cool. Et enfin, on avait le réseau d'entreprise qui était reprotégé par des firewalls avec ce qu'on appelle des pinholes au niveau du DMZ pinhole, où on va ouvrir uniquement le port qui nous intéresse pour aller de l'email vers le réseau d'entreprise ou du VPN vers le réseau d'entreprise et on va limiter la surface d'attaque. Ça, c'était avant. Et donc, que ce soit les hackers ou que ce soit les personnes légitimes, on passait tous par ce point d'entrée-là, ce firewall, et on gérait un petit peu tout ça. Sauf que les questions qu'on se pose, c'est est-ce que notre réseau qui est derrière le firewall, est-ce qu'il est sûr, d'accord? Est-ce que les utilisateurs sont bien identifiés? Est-ce que le flux de données est bien contrôlé? Et est-ce que le trafic est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un pic d'un seul coup de l'intérieur vers l'extérieur qui envoie des centaines de gigas de données sans que ça soit transparent? Ça c'était avant. D'accord? Aujourd'hui, ça ressemble un petit peu plus à ça. Vous avez Data Center en bas à gauche. Vous avez Office 365 pour vos mails, pour votre Teams, etc. Vous avez AWS pour votre cloud public. Vous avez Slack pour vos notifications. Vous avez GCP pour votre autre cloud public. Pardon. Vous avez les différents devices, que ce soit l'Apple Watch, que ce soit le Pixel, le téléphone. Vous avez un Salesforce qui est en mode SaaS aussi pour
pour gérer je sais pas, vos pipelines de prospects, etc. et compagnie. Donc votre donnée, elle est déjà éclatée à droite à gauche. Et donc pour sécuriser tout ça, ça devient juste un enfer, puisqu'il faut faire absolument confiance. Et vous voyez que si vous protégez uniquement votre data center, c'est pas assez parce que les données fuitent sur Slack, les données fuitent dans Salesforce, et donc on se rend compte que tout ça on peut pas les protéger parce qu'on n'a pas accès à l'infrastructure ni de Slack ni de Salesforce. Et donc du coup, il va falloir évoluer un petit peu là-dessus. Le Zero Trust maintenant, à quoi ça ressemble? Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez une combinaison de l'identité, la personne qui va accéder à l'information, donc soit via un identity provider, que ce soit, je sais pas moi, Keycloak, du SAML, du LDAP, l'Active Directory ou autre chose, du multi-factor authentication, donc du 2FA, votre téléphone, une clé physique, etc., etc. Et ça, on va le corréler avec votre device. D'accord? Est-ce que votre device il est trusté? Est-ce qu'il a le bon niveau d'installation de patch? Est-ce qu'il a un antivirus à jour? Est-ce qu'il est dans l'inventaire de l'entreprise, etc. Et donc ça, on va essayer de lui faire confiance. Évidemment, ça aussi, on va aussi le corréler à dans quel réseau on est. Est-ce qu'on est en France où 90% du temps les gens se connectent? Est-ce qu'on est dans un pays qui est soumis un petit peu à des choses un petit peu illégales, par exemple en Russie, par exemple en Corée du Nord ou autre? Donc on va faire beaucoup plus attention. Tout ça, ça va passer dans ce qu'on appelle un security policy. C'est une espèce d'algorithme qui va regarder si tout est normal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui diffère complètement de ce qu'on a l'habitude de faire? Typiquement, si moi je me ramène avec mon laptop d'entreprise, que je me connecte depuis la Russie, peut-être qu'on va se dire, ok, là ça se connecte depuis la Russie, normalement t'es pas censé être là, on n'est pas au courant, donc on bloque. Et si vraiment tu es en Russie et si vraiment tu as un accès légitime, c'est à toi de faire la demande de déblocage et là on va te donner accès. Mais attention. Et donc une fois qu'on est passé dans cette stade de moulinette, la security policy, on va avoir accès à des contrôles au niveau de la data, au niveau des applications, au niveau des infrastructures et du réseau, mais uniquement sur la partie dont on a besoin. Ça veut dire qu'on va éviter d'avoir accès à faire, par exemple, c'est pas full admin, et on va appliquer le principe de list privilege. Ça veut dire qu'on va donner accès uniquement à ce qu'on a besoin. Typiquement, ça peut aller jusqu'à la colonne, voire de la base de données, peut-être parce qu'il y a des colonnes ou des cellules auxquelles vous ne devez pas avoir accès. Je pense notamment au PII. Alors PII, je ne me rappelle jamais ce que c'est Personnel Identification Identity, un truc comme ça. Donc des données personnelles, typiquement, moi j'ai peut-être besoin d'avoir accès à une base de données, mais je n'ai pas besoin d'avoir accès à un numéro de sécurité sociale, compte en banque, etc., puisque je ne suis pas RH, donc je n'ai pas besoin d'avoir accès à ça. Donc à partir du moment où avec le Zero Trust, on est capable de faire ça, on va donner accès ou non à uniquement à des lignes ou à des colonnes, et on va masquer des colonnes ou on va obfusquer des colonnes auxquelles on n'a pas accès parce que c'est du PII, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir accès à ça. Donc vous voyez que le 03, ça va au-delà de dire j'ai un VLAN, j'ai accès ou non, j'ai un réseau public, j'ai un réseau privé, je suis en VPN, je suis trusté. On va vraiment au-delà de ça et ça c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Hop, un petit retour sur l'opération Aura. L'opération Aura, c'est quoi? C'est en 2010, Google a annoncé une attaque. D'accord, c'est un petit truc un petit peu rigolo. Ça arrive même aux meilleurs et aux plus gros. En 2010, Google a annoncé une attaque. Et donc Dimitri Alperovitch et McAfee VP ont détecté que c'était l'opération. Enfin, on dit que c'était l'opération Aura, et Google a dit que ça venait de la Chine. Et la Chine, évidemment, en réponse, a dit que ça venait des US et que c'était une théorie du complot. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Google s'est fait attaquer, ils ont sorti de la donnée euh, avec beaucoup de propriété intellectuelle et on s'est rendu compte que c'était géré par des APT, donc des Advanced Persistent Threats. Et évidemment, c'est pas uniquement cantonné à Google. L'attaque a targeté des entreprises qui avaient vraiment de la propriété intellectuelle intéressante, Juniper, Adobe, Rackspace, Yahoo, etc. En tout et pour tout, il y a plus d'une trentaine d'entreprises qui ont été ciblées et beaucoup de données qui ont été sorties. Et évidemment, ces entreprises-là étaient à l'époque, en 2010, par le state of the art du réseau. Donc, on avait des firewalls, on avait des WAF, on avait tout ça.
et ça n'a pas suffi pour se faire comprendre. Ça a pris entre 4 et 6 mois avant de se faire détecter. Ça veut dire que ça a été extrêmement long en timeline. C'est pas uniquement ah, il y a une détection, Google s'est fait arrêter du jour au lendemain, clac, on arrête tout. Ça a été transparent pendant 4 à 6 mois et au bout de 6 mois, on ne sait pas trop. On l'a détecté, on ne sait plus trop comment, mais on s'est dit, on s'est fait attaquer, il y a pas de souci. Et exploité, enfin ils ont exploité pardon, une faille de sécurité d'Internet Explorer qui n'avait pas été mise à jour, RIP à lui, qui a été enterré en 2022. En gros, Microsoft était au courant de la faille de sécurité 5 mois avant le début de l'attaque. Ça veut dire que pendant un an, il s'est rien passé alors que tout le monde était au courant. De là, se dire que nous, on est protégé parce que tous les jours, on fait des mises à jour de tout ça. Et bien, même des failles 0 day, on ne peut pas interagir là-dessus, sauf à recompiler tout ce que vous voulez. Il y a du super fort en sécurité, mais on peut se faire pirater par tout le monde et surtout on peut se faire pirater assez simplement. Il suffit juste que Microsoft ait patché la faille de sécurité, et l'attaque n'aurait pas eu lieu. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui tournent sur Java 8. Bon, Java 8, c'est une faille de sécurité en lui-même. On est passé à Java 17, donc ça fait à peu près quasiment 10 ans qu'on aurait dû updater. Voilà, c'est pour vous dire que ça existe encore aujourd'hui. Une fois qu'on a infiltré Google ou les autres entreprises, en fait, ils ont installé une backdoor avec une connexion SSL et en gros, c'était comme si les mecs se connectaient depuis une connexion SSL normale et il n'y avait pas trop d'échange de données. Enfin, en tout cas, la donnée était, le flux était correct et normal. Donc du coup, ils ne sont pas fait repérer. Par contre, une fois qu'ils étaient à l'intérieur du réseau, bah, ils ont pu naviguer d'application en application parce qu'il n'y avait aucune authentification sur les applications et ils ont récupéré beaucoup de codes sources et beaucoup d'emails privés. En gros, ils ont targeté la propriété intellectuelle de Google et des entreprises et ils se sont rendus compte que voilà, le souci c'est que bah, si on prend la propriété intellectuelle, évidemment, on peut faire un petit peu tout n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que Google, comme tout le monde, faisait ce qu'on appelle le modèle du château fort. Et j'adore cette image-là parce que si vous regardez depuis l'entrée du château fort, on a l'impression que le château fort, il est beau avec ses 2 tours et puis bon, le toit un petit peu détruit. Mais derrière, vous vous rendez compte que c'est une vraie passoire, malgré le fait qu'il y ait des nouveaux tours, puisqu'il n'y a plus aucun mur. Et donc en gros, aujourd'hui, c'est ce que la plupart des entreprises font, c'est vous avez un intranet avec les gentils à l'intérieur, les méchants à l'extérieur, et vous avez des gros murs de firewall, de WAF, de DPI, donc de Deep Packet Inspection, d'IPS, d'IDS, etc. Et on ouvre juste des ports extrêmement précis pour accéder ou non à la donnée. Et donc on s'est dit, bon bah voilà, quand on est à l'intérieur, ça va, tout va bien. Quand on est à l'extérieur, on a le firewall qui filtre les attaques, donc on est bon. Ce modèle-là, il ne faut absolument plus l'utiliser. Ce n'est plus un bon modèle. Et j'ai encore accompagné un client il y a moins d'un an sur la définition de ce modèle-là. Entre guillemets, il voulait reprendre le même réseau on-prem, il voulait le déployer sur le cloud. Et on leur a dit non, c'est pas ça à faire. Chaque application doit être micro-segmentée dans son propre modèle réseau. On doit avoir des règles de firewall. Et surtout, on doit avoir des identités au niveau des applications. D'accord? Donc, on doit filtrer les accès au niveau des applications avec l'identité et non pas un simple login mot de passe ou une simple page web qui s'ouvre sans authentification. Donc ça, on l'utilisait avant l'opération Aura, State of the Art, et en gros, après l'opération Aura, ils sont posés en disant, ok, ben maintenant, comment on fait pour vraiment mettre les bases d'un système du 21e siècle? Et c'est là où BeyondCorp a été créé. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui est mauvais en fait avec cette approche de sécurité? Qu'est-ce qui est mauvais? Entre guillemets, rien. Mais aujourd'hui, voilà à quoi correspond un petit peu votre réseau d'entreprise normalement. Vous avez l'employé qui va se connecter sur le VPN et au niveau du VPN, vous avez l'identité, donc l'Active Directory qui est à l'intérieur du réseau et vous accédez à l'application 1, à l'application 2, ça y a pas de souci, tout le monde fonctionne bien, ça fonctionne depuis des années et pourquoi faire autrement? J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire pourquoi faire autrement parce que quand on embauche des prestats, comment faire pour que les prestataires puissent se connecter? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner accès au niveau du VPN.
à ces prestataires-là. Et mes principes, ils vont avoir une identité propre, peut-être dans une OU séparée, et ils vont pouvoir accéder à l'application et au serveur grâce au VPN. Mes principes, l'employé, vous avez vu, ramène son BIOD, et donc son BIOD, il va devoir avoir accès à ses applications, ses serveurs, et là, ça commence à devenir un petit peu plus tricky, puisque le BIOD, on ne le maîtrise pas. On ne maîtrise pas ce qui est installé dessus. Peut-être qu'on a des applications qui n'ont pas encore été détectées comme ransomware, comme malware, et en gros, on ne sait pas ce qui traîne sur le téléphone. Même principe, quit du cloud, d'accord? Ça veut dire on commence à ouvrir notre système sur le cloud, que ce soit privé ou public. Donc comment filtrer les accès depuis le cloud? Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va avoir un espèce de réseau, un VPN entre l'on-prem et le cloud, où le tuyau sera sécurisé et on aura toujours le VPN pour pouvoir accéder au réseau d'entreprise. Et la gestion d'identité, donc l'Active Directory, va rester on-prem. D'accord? Mais le problème, c'est que potentiellement, puisqu'on est sur le cloud, autant ouvrir directement depuis les adresses IP publiques ou des DNS publics les applications sur le cloud. Et donc, les employés peuvent se connecter directement sur les applications et les serveurs depuis Internet sur le cloud. D'accord? Mais comment on fait pour sécuriser tout ça et comment on fait pour gérer l'identité, puisque typiquement, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on synchronise l'Active Directory avec un espèce d'Active Directory dans le cloud, voire on utilise des softwares de service type Okta, type Ping Identity ou autre, pour pouvoir gérer, faire cette double, triple, quadruple authentification, parce qu'on gère plusieurs cloud providers, etc. Et donc, on se retrouve avec ce genre de schéma-là où vraiment poussé au maximum. Tout est dans le cloud, la gestion d'identité, les serveurs, les applications, et on espère que ça soit sécurisé. Mais comment ça peut être sécurisé? Puisque là, du coup, on n'a plus de château fort, d'accord? Comment dire? Les limites sont floues. Qui gère la sécurité de l'application 1, qui gère la sécurité de l'application 2, il n'y a pas de firewall de manière sécurisée et centralisée. Il y a peut-être des choses avec de l'infrastructure as code qui va vous permettre de faire des firewall as a service, etc. Mais en tout cas, les limites sont ultra floues sur qui fait quoi. Et donc, voilà tous les risques auxquels on s'expose quand on fait du cloud de la gestion d'identité. Vous avez des phishing au niveau de l'employé. Vous avez des malwares au niveau du laptop, au niveau du BIOD. Vous avez des contracteurs qui ont potentiellement accès à trop de choses. Un login mot de passe qui se balade pour accéder à la prod, une clé publique, clé privée qui se balade aussi pour accéder à la prod, potentiellement envoyé sur un Slack. Donc le Slack, on ne le maîtrise pas parce que on fait confiance à Slack ou à Discord ou whatever. On fait confiance à Slack pour sécuriser cette infrastructure. Et demain, dans les news, on va dire des attaquants ont récupéré 200 millions de login mot de passe de Slack et ont accès à tout l'historique. Donc notre mot de passe, il est plus sécurisé. Mes principes sur le tunnel d'accès, on peut avoir une attaque man in the middle. Typiquement, là, je suis connecté sur un réseau public avec potentiellement un Fortinet qui va m'échanger des flux en temps réel, qui me déroute à côté pour toutes les logs, etc. On n'a pas de point d'entrée principal qui met à jour, qui enforce les contrôles d'accès. Et enfin, évidemment, on a les applications 1, 2, 3, 4 qui sont soumis à des failles XSS, voire de SQL. Et donc, on est capable de pirater tout ça. Donc, vous voyez tous les risques qu'on prend quand on va ouvrir notre SI sur le cloud. Il faut arriver à trouver un moyen pour sécuriser tout ça. Donc, le legacy, les connexions traditionnelles, c'était pas non plus cool parce qu'on pouvait faire des man in the middle, de la compression VPN. On peut choper aussi via des attaques avancées des user sessions et on peut utiliser ces user sessions là pour avoir des escalades de privilèges. En tout cas, vous voyez que c'est pas un super truc. Et donc, en fait, ce qu'on oppose maintenant au modèle du château fort, c'est le modèle de l'aéroport. D'accord? Sur l'aéroport, vous avez différentes zones d'accès
avec différents levels d'accréditation. Vous avez la zone publique où tout le monde peut aller, hein. Vous pouvez déposer votre femme, votre mère, vos enfants dans l'aéroport. À partir du moment où vous voulez accéder à l'intérieur de l'aéroport, vous devez passer une première zone de sécurité. Vous arrivez au duty free et à la zone interne. Et ensuite, si vous voulez encore monter dans l'avion, vous devez en plus montrer les pièces d'identité. Donc à chaque fois, on contrôle vos identités, on contrôle si vous êtes bien clean, tout nickel, avant d'accéder à différentes zones. Et enfin, vous avez des zones qui sont interdites au public, typiquement les zones d'accès à la tour de contrôle, les zones d'accès pour la maintenance, etc. Où ça, vous devez avoir des accès encore plus privilégiés pour accéder à ça. Et donc, le modèle actuel qu'on met en concurrence avec le modèle du château fort, c'est le modèle de l'aéroport. Et Beyond Corp et surtout HashiCorp Boundary vous propose de faire ça. Je vais passer aux démos. Alors les démos d'HashiCorp, normalement c'est mon collègue Tony qui les fait, mais heureusement pour moi j'ai quelques screenshots et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de Boundary et comment ça peut s'articuler avec Boundary et surtout Consul et Vault pour pouvoir accéder à des environnements de manière sécurisée. Donc, HashiCorp, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs choses pour pouvoir accéder aux applications et faire la gestion d'identité. Vous avez Vault, qui est un coffre-fort de mots de passe, en gros, qui permet d'authentifier et d'autoriser les machines. Vous avez Consul, qui va vous permettre de faire du machine-to-machine access. Donc, grosso modo, les échanges, on parle de service mesh en ce moment, mais les échanges entre différents flux de machine-to-machine se passent par Consul, voire Consul mesh, je crois. Et vous avez Boundary, qui est le Human to Access Machine. Ça veut dire que pour pouvoir accéder à certaines machines, vous allez devoir vous connecter sur Boundary pour pouvoir vous authentifier, autoriser les accès sans avoir à passer par un login mot de passe, sans avoir à passer par une clé publique, clé privée pour pouvoir accéder à ce genre de machine. Et les machines n'autoriseront la connexion que à partir de Boundary et non pas directement. Et enfin, vous avez l'authentification et l'autorisation humaine qui passe par SSO. Et dans le cadre de la démo, en tout cas du screenshot, on va vous montrer comment, avec Keycloak et Boundary, on peut très bien faire des accès qui sont un peu plus sécurisés. Pourquoi Boundary? Parce que Boundary, c'est aujourd'hui, à mon sens, alors j'ai peut-être, hein, je sais pas, je l'ai pas vu, mais à mon sens, c'est le seul produit open source qui me permet de faire l'équivalent d'un Bastion, d'un VPN, ou l'équivalent de tout ça, pour pouvoir se connecter à une application. D'accord? Et pourquoi Boundary? Parce que c'est entre guillemets un point d'accès unique et central, ce qu'on appelle un single pane of glass, d'accord? C'est un seul point d'accès pour pouvoir accéder à tous les environnements et surtout sur des environnements qui sont dynamiques. Je pense notamment à des clusters, à du cloud, où à chaque fois qu'on doit créer une VM, créer un cluster, on doit ouvrir des règles de firewalling à chaque fois. Donc Boundary nous permet justement d'avoir ce genre de connexion directement. Les use cases, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on est dans un monde multi-cloud aujourd'hui, hein, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas 100% des entreprises qui sont sur un seul cloud, ne serait-ce qu'avoir du Microsoft Teams et un AWS, vous êtes déjà dans du multi-cloud. Aujourd'hui, on a Google Cloud aussi qui vous permet de faire du BigQuery, du clustering, etc. Et évidemment, vous avez du VMware, vous avez de l'on-prem avec VMware en Nutanix. Et donc tout ça, on voudrait qu'il y ait qu'un seul point d'accès assez facile pour pouvoir accéder à tout ça. Donc Boundary vous permet justement de prouver votre identité en tant que personne en vous connectant à la plateforme via des petits keyclocks par exemple, et Boundary va vous autoriser à vous connecter à différents serveurs, différentes applications assez simplement. Comment ça fonctionne? Par exemple, typiquement, vous avez un client qui va se connecter à un contrôleur, donc le contrôleur va stocker toutes les clés publiques et privées dans un KMS, va s'authentifier et faire l'inventaire de tous les serveurs dans une DB, et lui se connectera à un worker qui est déployé dans les VPC des cloud providers, d'accord? Et ce worker-là aura l'autorisation d'accéder à Postgres ou MySQL sur la case du haut, ou à un Redis ou des VM en dessous, d'accord? Et donc en gros, c'est comme si vous vous connectiez directement depuis le client externe à Boundary sur les Postgres et MySQL. Et en fait, la couche qu'ajoute Boundary, c'est que Boundary va vous contrôler, vous autoriser,
vérifier votre identité avant de vous laisser faire rentrer. Et encore une fois, le principe du list privilege, on va vous donner accès uniquement qu'aux applications et aux serveurs dont vous avez besoin. Comment ça fonctionne au niveau du multi-cloud? En gros, vous avez d'un côté AWS à gauche et GCP à droite. À gauche, vous avez une architecture traditionnelle type AWS avec un subnet public des network load balancers qui vont exposer des contrôleurs et des workers de Bandari. En dessous, vous avez un subnet privé qui sont les workloads et les bases de données auxquelles on va accéder. Et de l'autre côté, vous avez GCP, donc qui est pareil, même principe, un subnet public avec les workers, et vont vous autoriser à accéder à des workloads et des clusters GKE qui sont. Et tout ça, en gros, c'est backé par un KMS qui est côté AWS. Et quand on va vouloir s'authentifier et se connecter à Bandari depuis la ligne de commande, donc un Bandari connecte quelque chose, il va vous ouvrir une page de mot de passe, d'accord? C'est backé par exemple sur un Keycloak, et il va vous autoriser les connexions ou non par rapport à votre identité. Et une fois que vous êtes autorisé au niveau de la connexion, Bandari va vous rerouter le flux vers les workers, et les workers vont vous autoriser temporairement à accéder à la ressource. Et une fois qu'on sera déconnecté, on devra s'authentifier. Alors il y a 4 use cases que je vais passer assez rapidement parce qu'il me reste 14 minutes et j'aimerais bien vous montrer aussi un petit peu ce qu'on sait faire côté Azure, côté GCP. Donc la première, c'est les connexions au niveau des serveurs. Comment ça se passe actuellement aujourd'hui sans Zero Trust? Vous avez un bastion qui est hardené, qui est avec moins de choses installées et un serveur SSH dans une zone publique. Et ce bastion a des connexions réseau qui sont autorisées à tous les workloads privés. D'accord? Donc tout ce qui est autorisé, c'est au niveau du bastion. Et après, au niveau du bastion, on est plus authentifié et donc on peut à peu près faire tout et n'importe quoi. Avec du Zero Trust mis en place, c'est qu'on va abandonner cette notion de bastion, d'accord? Bandari va faire un espèce de bastion avec son control plane, et lui va vous autoriser et authentifier toutes les connexions au workload par rapport à un KMS, d'accord? Donc vous voyez que vous transformez vos connexions qui ont été unauthenticated à des connexions qui sont authenticated de bout en bout. Ça, c'est le premier use case qu'on peut avoir avec Bandari. Et donc, vous vous retrouvez avec des choses qui sont qui sont un peu plus sécurisées que uniquement justement un bastion qui peut être potentiellement avoir une faille zero trust, etc. Avoir une faille zero day, pardon, etc. Évidemment, avec Bandari aussi, c'est une application, on peut avoir des failles zero day, donc c'est à utiliser avec parcimonie. On est capable de lister alors ça, non, pardon, c'est les commandes. Si par exemple on fait un list target de Jim, par exemple, donc là c'est Jim a accès à un backend SSH, d'accord, et un backend website, et donc du coup il sera à chaque fois authentifié et autorisé par des informations de type TTCP underscore et un numéro aléatoire, et ce truc temporaire, enfin ce truc-là est temporaire, d'accord. La deuxième façon de se connecter au niveau des bases de données, c'est par exemple en disant Bandari connect Postgres moins target ID, le nom de la base de données, moins username Postgres. Et là on utilise, on est comme un proxy en fait. Donc Bandari va vous demander le mot de passe du user Postgres, et et Bandari va vous autoriser à accéder à Postgres. Il faut bien comprendre que dans ce schéma-là, dans ce use case-là, Postgres est complètement privé. La université est privée, n'a rien de public, et c'est uniquement Bandari qui va ouvrir les flux nécessaires, et il va y avoir une espèce de proxy entre Bandari et Postgres. Et donc là, on a une façon aussi un peu plus sécurisée d'ouvrir des connexions database via Bandari avec uniquement une identité propre à moi et non plus un VPN. Parce qu'une fois que je suis sur un VPN, le VPN, je peux accéder à n'importe quel réseau. Et donc du coup, le username Postgres avec le mot de passe Postgres, tout le monde peut l'utiliser et c'est difficilement traçable. Alors qu'avec Bandari, c'est quelle personne s'est connectée avec le user Postgres, à quelle heure. Et donc on sait que c'est moi, Laurent Grangeot, qui s'est connecté avec le user Postgres
à telle heure sur tel serveur. Et donc, du coup, ça, c'est beaucoup tracé, c'est tracé et authentifié, autorisé. On est capable aussi d'aller un peu plus loin dans la sécurité en demandant à Vault de générer un token temporaire en disant ce n'est plus user password Postgres qui se balade un petit peu dans tous les coins, mais Boundary va se demander à Vault d'avoir un token temporaire et quand quand on va se connecter à Boundary, on va avoir ce token qui va être envoyé par Boundary et on va utiliser ce token-là temporaire pour se connecter à la base de données. Et donc ça, c'est beaucoup plus sécurisé déjà parce que typiquement si on s'est volé le credential temporaire, ça aura une durée limitée dans le temps et ça sera beaucoup plus sécurisé. Typiquement, voilà les connexions, on va demander une nouvelle connexion au niveau de la database et Boundary va nous répondre avec une connexion URL, donc Postgres des étoiles, ça c'est le token pardon, temporaire, l'URL qui a été filtrée évidemment, 2.5432/Postgres, et là on accède directement via Boundary avec un login et mot de passe, enfin un login Postgres, un mot de passe qui est temporaire à Postgres, sans avoir à exposer Postgres via un VPN ou quoi que ce soit. Donc vous voyez que Boundary va vous permettre de gérer pas mal de choses. Évidemment, on se connecte via des rôles. Donc vous voyez que au niveau du rôle DBA, typiquement, Boundary, on a un rôle qui est DBA avec une base de données Northwind et on a un TTL d'une heure. Ça veut dire que si on a une fuite de credential, ça ne dure qu'une heure. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est Vault, pardon, qui va jouer avec la base de données et c'est la petite requête creation statements ici que vous voyez. Donc create role name with login password valid until expiration inherit. Et donc ça, c'est ça qui va rendre le token non seulement unique, mais aussi temporaire, puisque on va pouvoir à chaque rôle lui donner un accès temporaire et un accès à une base de données qui est Grand Northwind DBA to name. Mais on pourrait très bien s'imaginer donner des accès, des rôles un petit peu plus complexes avec des bases de données un petit peu plus fines pour ne donner qu'accès qu'à des bases de données nécessaires. Il me reste 9 minutes, je vais un petit peu accélérer. Donc là, si on fait un boundary target authorization moins ID analysis target ID, donc l'ID qu'on a utilisé pour se connecter, vous voyez que le endpoint, c'est un endpoint qui a été généré dynamiquement avec un password généré dynamiquement et un username qui est généré dynamiquement type v-token-analyst- quelque chose. Donc ça, vous voyez que ça va un step plus loin que uniquement donner accès via des VPN. Et même principe, si on fait un boundary connect postgres.targetID du target -dbname Northwind, là on va avoir PGSQL qui va se connecter et on va avoir accès à une liste de rôles et on voit que vous avez des tokens de Postgres qui sont valides uniquement que 18 avril avant 352. Okay, donc là vous avez la liste de toutes les targets que vous pouvez avoir aussi en termes de serveur ou de base de données, quoi que ce soit. Vous avez un petit bouton connect qui va vous générer les logins et les mots de passe dynamiquement à chaque fois que vous cliquez sur le bouton connect. Pour finir, donc une fois que c'est généré, vous avez les logins et le mot de passe qui ont été générés. Donc vous avez typiquement tout ça c'est stocké dans Vault. Donc le username est en dessous, le password est HVI, BMOT, etc. compagnie. Vous avez juste à le copier-coller dans, pour le coup, la PGSQL. Et donc, vous pouvez vous authentifier directement via PGSQL en passant par Boundary en termes de proxy et en ayant des logins mots de passe qui sont dynamiques avec un TTL très court. Donc, vous voyez que on est capable de se connecter à Northwind et faire des requêtes qu'on veut. Évidemment, vous avez les sessions en cours pour faire de l'auditabilité. Et donc, vous voyez qu'il y a 2 sessions en cours, là, ici, le 4 avril, minute 42, minute 36. Et on peut très bien les canceller en disant, il y a une connexion qui n'a rien à faire ici. Je clique sur cancel et en tout cas, je limite les dégâts. Vous pouvez aussi faire un espèce de CMDB en faisant du Dynamic Host Catalog. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'AWS ou Azure va générer des serveurs, vous allez avoir ça dans un catalogue de services dans Boundary. Et enfin, le dernier use case pour moi le plus intéressant,
c'est la connexion grâce à l'OIDC. Typiquement, avec là, on a pris le cas du Keycloak, mais Okta, Auth0, AWS, Azure et GCP sont supportés. Et en gros, le principe, c'est que on va se servir de Keycloak comme SSO. Et Keycloak va générer aussi automatiquement des credentials temporaires via Vault pour pouvoir se connecter directement dans, dans les différents serveurs. Et voilà la configuration de Keycloak. Et la chose intéressante en fait de Keycloak, c'est que Keycloak va s'inscrire dans un process un process RH en fait, en gros, où la personne, si elle part de la BU, si elle part de l'entreprise, on va pouvoir lui fermer les accès et donc du coup il n'aura plus jamais accès à tous les serveurs puisque Keycloak interdira la connexion, donc Boundary aussi, Vault, etc., etc. Et donc on voit que avec OIDC, on a des access tokens qui sont envoyés aux serveurs, qui sont en déchiffré en JWT. Et donc vous voyez un petit peu tous les rôles et accès des différents tokens. Comment ça fonctionne au niveau de l'authentification? Vous choisissez Keycloak, Authenticate. Vous avez une belle page Keycloak. Voilà, donc c'est de l'OIDC, hein, je ne vous mens pas. Et on est capable voilà, d'ajouter des différentes URL des d'issuer Keycloak. Alors évidemment, il faut que votre Keycloak soit accessible depuis l'extérieur. Mais en gros, vous allez avoir des détails de type les groupes, les membres, etc. Vous pouvez manager des groupes. Et chaque groupe qui sont créés dans Boundary seront reflétés dans Keycloak puisque on aura un filtre posé sur ça. Et enfin, pour se connecter, vous avez un Boundary Authenticate OIDC-Auth Method ID avec le numéro du target, d'accord? Et donc là, pardon, avec Auth Method ID avec le numéro de l'OIDC. Et en dessous, vous pourrez vous connecter avec Boundary Connect SSH pour mon username Ubuntu, par exemple, mon target ID avec l'ID qui a été généré, donc TCP, RLS, etc., etc. Et donc vous pourrez vous connecter sans aucun souci en passant par Boundary, passant par OIDC. Il me reste 4 minutes pour vous parler rapidement de Bison Corp. Bison Corp, c'est quoi? C'est vraiment le Zero Trust appliqué par Google. Le même principe, on ne truste personne, on vérifie à chaque fois. Et en gros, on peut ouvrir son SI sans VPN. Et c'est ce qu'on utilise un petit peu au quotidien chez Google. Où en gros, chaque requête seront validées par rapport à l'identité de l'employé, par rapport aux droits qu'ils ont sur la ressource et par rapport à la reliability. Donc, est-ce que on est dans le bon pays, est-ce qu'on est trusté, est-ce qu'on est sur un réseau trusté, est-ce que le device il est mis à jour. Tout ça, ça passe dans un rule engine, pardon. Et si toutes les conditions sont prises, sont mises, on accède à comment dire, à l'application. Comment ça fonctionne? L'architecture technique de Boundary, on est basé sur un Radius, un Access Proxy, du SSO, évidemment l'Access Control Engine, des pipelines, des trust insurance, etc. Et tout ça, c'est un petit peu complexe, mais ça marche très bien. Si on prend un petit peu plus de recul, vous voyez que on a de la gestion d'identité au niveau de l'utilisateur, au niveau du device, on attaque les front-ends de Google et on a deux machine learning qui se défendent pour regarder si au niveau de la DLP, donc Data Loss Protection, si on a des malwares, si on a du phishing, et au niveau des accès, est-ce qu'on a le device qui est trusté, est-ce qu'on est dans la bonne région géographique, est-ce qu'on a d'autres sortes de parties qui peuvent compromettre. Une fois que tout ça a été résolu, on accède aux ressources directement. Voilà un petit peu un autre schéma de Beyond Corp. C'est basé aussi sur Chrome. On a des applications qui tournent sur Chrome qui vous permettent d'accéder, que ce soit de l'interne, de l'externe, du SaaS. Tout ça, c'est sécurisé par Beyond Corp. Je vais passer très rapidement parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. En gros, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, et je pense que je vais faire la seule démo, c'est pouvoir se connecter à une application qui est exposée sur GKE. Donc, j'ai une URL qui est exposée, donc c'est un service sur GKE qui est exposé via IAP, donc Identity Over Proxy,
qui est une partie de Beyond Corp de Google. Et quand je me connecte, voilà ce que j'ai comme mire d'authentification. Donc on me demande de choisir un account. Donc je vais prendre mon laurentgrandjeu@gmail.com. Normalement, voilà, ça devrait passer. Et vous voyez que mon application, c'est un simple Hello World en version 1.00. Je n'ai pas eu besoin de la toucher et grâce à IAP, on a déployé une application qui est sécurisée. Et donc du coup, personne peut y rentrer à part moi. Et si je me reconnecte .cloudwest avec mon autre compte, évidemment, avec mon login, mot de passe, etc., ça va être compliqué, donc je vais pas la faire comme démo, mais je vais pas la faire comme démo parce que j'ai pas mon mot de passe. Mais si je m'authentifie avec un autre compte, ça ne passera pas. Il est 17h, je vais prendre peut-être une ou deux questions et je vais laisser la place à l'autre speaker. Truc de ouf, merci. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je suis disponible sur les réseaux, Laurent Grandjean. Suivez, il n'y a pas de souci.